Bienvenue à tout le monde à cet atelier où on va parler d'organisation dans un but de moins gaspiller, de diminuer son gaspillage alimentaire. Alors, c'est un atelier qui est proposé par Bruxelles Environnement, l'administration bruxelloise de l'environnement, qui est organisé par Zero Waste Belgium. Zero Waste Belgium, c'est l'association belge pour la promotion du zéro déchet. Et moi-même, je suis Céline Descosy et j'ai créé et je vais animer cet atelier. Donc, nous avons 1h30 ensemble, donc a priori jusqu'à 21h. Donc, vous voyez qu'on est beaucoup. Donc, les micros vont rester coupés pendant 7h30, donc ça va être compliqué de gérer. Par contre, n'hésitez surtout pas à partager vos questions, à partager vos remarques, les trucs et astuces, les choses que vous avez testées, qui ont fonctionné, les choses qui n'ont pas fonctionné via le chat. A priori, je pense que la plupart d'entre nous sommes bruxellois en plus, donc si vous avez des bonnes adresses, n'hésitez surtout pas. Je suis persuadée que ça va intéresser d'autres personnes. Voilà. Alors, j'espère que vous êtes bien installés. N'hésitez pas à prendre quelque chose à boire. N'hésitez pas à prendre quelque chose même à manger, hein, c'est l'heure du repas. Aussi, peut-être de quoi noter, pour noter peut-être les choses qui vont vous intéresser. On va parler de beaucoup de choses dans cet atelier, donc probablement que tout ne va pas comment dire, s'appliquer à vous. On a tous des situations différentes et en particulier pour ce qui concerne la cuisine, on a tous des manières différentes de cuisiner, des habitudes différentes. Mais allez vraiment piocher ce qui vous intéresse, ce qui s'applique à vous, à votre situation. Donc, c'est un atelier qui est organisé dans le cadre de la grande campagne sur le tri des déchets alimentaires qui est en cours actuellement à Bruxelles. Donc, ici en dessous, l'adresse Internet. N'hésitez pas à aller la consulter à nouveau. A priori, c'est par là que vous êtes inscrit à cet atelier. Il y a un deuxième atelier sur comment improviser avec les restes. Et là, je me demande s'il y a encore des dates, parce que je sais que le mien, c'est le dernier. Il y a 9 dates, dont une en néerlandais samedi prochain. Et Madeleine qui donne l'autre atelier, je ne suis pas sûre qu'elle donne encore l'atelier. N'hésitez pas à aller voir sur le site. Et il y a aussi plein d'astuces anti-gaspillage, des astuces par rapport au compost, etc. Alors, c'est un atelier en ligne, donc on n'a pas l'occasion de faire un vrai tour de table et d'apprendre vraiment à se connaître. Donc, j'ai mis quelques petits sondages durant cet atelier avec quelques petites questions. Ainsi, on sait qui se trouve derrière l'écran. Et moi, la première question, ce que j'aimerais bien savoir, qu'est-ce que vous faites déjà aujourd'hui de vos déchets alimentaires? Est-ce que vous les mettez dans un compost? Est-ce que vous les mettez dans le sac orange? Est-ce que vous les mettez dans le sac blanc? Est-ce que vous les donnez à des poules? Est-ce que vous n'avez pas de déchets alimentaires ou autre chose? Est-ce que vous voyez bien le sondage qui apparaît sur votre écran? J'ai l'impression que non. J'ai un problème de connexion de mon côté, je pense. Alors, je vois que vous êtes en train de répondre via le chat, donc je pense que ma question a été très, très claire. Donc ça, c'est chouette. Par contre, j'aurais bien voulu partager avec vous le sondage sur l'écran et je pense que vous ne voyez pas le sondage. Et j'ai eu le même problème il y a quelques semaines, il y a quelques jours. Et là, je ne sais pas comment régler le problème. Je pense que c'est un problème de... je pense que c'est un problème... Ah, voilà. Normalement, là, vous devez voir le sondage. Voilà, donc je vous invite à répondre à la question quel aliment gaspillez-vous? Non, 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 c'était pas la... Alors, je vais arrêter. Du coup, il m'a lancé un autre sondage et c'était pas celui-là que je voulais. Voilà. Il y a eu un petit souci technique. Donc voilà, que faites-vous de vos déchets alimentaires aujourd'hui? Vous avez l'occasion de répondre à plusieurs des réponses parce que parfois on a plusieurs solutions, hein. On utilise plusieurs solutions pour éliminer ces déchets alimentaires. Voilà, je vous vois très actifs en train de répondre au sondage. Voilà, les 3/4 ont déjà répondu. Il reste encore quelques personnes et je partagerai avec vous les réponses. Je vous laisse encore quelques secondes pour les dernières personnes qui n'ont pas encore répondu. Je lis dans le chat, j'en profite. Vous avez déjà répondu pas mal de choses. Et je vois Tatiana qui dit « J'ai un compost sur le balcon.
C'est marrant, moi j'ai eu une époque aussi où j'habitais en appartement avec une terrasse et on avait un compost sur la terrasse. Voilà, il reste encore 5 personnes qui n'ont pas répondu, mais je vais arrêter le sondage et partager avec vous les résultats. Voilà, donc 35% d'entre vous, vous utilisez déjà le sac orange, presque la moitié déjà un compost, 27% dans le sac blanc. Il y a 2 personnes qui ont des poules et une personne qui dit je n'ai pas de déchets alimentaires du coup, et une personne qui dit autre. N'hésitez pas, autre, à partager quelle est votre autre solution. Voilà, donc c'est intéressant de voir déjà que vous êtes beaucoup à utiliser le compost, le sac orange, voilà, un petit mélange. Ce sont les poules des voisins, ben oui. Voilà, voilà. Merci. Alors, nos déchets alimentaires, bah, imaginons que nous avons acheté quelques fraises, c'est vraiment la fin de la saison des fraises et on s'est dit, allez, profitons-en. C'est bientôt fini, c'est même, je pense, fini maintenant. On a acheté pas mal de fraises, pas mal de fruits, c'est vraiment la saison. Et là, quelques jours plus tard, on se rend compte qu'on a été un petit peu trop gourmand et on a perdu ces fraises-là sur le plan de travail. Et aujourd'hui, elles sont plus du tout bonnes à manger, on va devoir les jeter. Elles sont pourries. Si je les mets dans le sac blanc, elles vont faire partie des 130 000 tonnes de déchets alimentaires qui sont incinérés aujourd'hui par an à Bruxelles. Et le problème du sac blanc, le sac blanc qui était incinéré à l'incinérateur, c'est que les déchets alimentaires, comme ils sont gorgés d'eau, ils vont diminuer l'efficacité de l'incinération. Ça veut dire qu'on aura besoin beaucoup plus d'énergie pour pouvoir effectuer cette incinération. Qui dit beaucoup plus d'énergie, qui dit forcément beaucoup plus de pollution, beaucoup plus de gaz à effet de serre, beaucoup plus d'utilisation de ressources premières. Donc, ce qui est un peu embêtant. Donc, ce qu'on va vraiment essayer de faire, c'est de sortir absolument un maximum de nos déchets alimentaires du sac blanc et de les mettre ailleurs. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Où est-ce qu'on peut mettre du coup nos déchets alimentaires? Une des premières solutions que nous avons ici à Bruxelles, c'est le sac orange qui est accessible à tous les Bruxellois, tous les ménages bruxellois. Aujourd'hui, nous pouvons utiliser le sac orange. J'ai vu que certains d'entre vous l'utilisent déjà d'ailleurs. Alors le sac orange, c'est une meilleure solution que le sac blanc. Hein. Qu'est-ce qu'on en fait du sac orange? Il est envoyé dans une centrale de biométhanisation à Ypres. Donc cette petite fraise, elle va arriver dans une grande cuve et elle va se décomposer. Lors de la décomposition, il y a un gaz qui va sortir et qui va être utilisé pour produire de l'énergie verte, de l'électricité, de la chaleur. Donc ça, c'est plutôt positif. On a de l'énergie verte. Ce qui est aussi positif, c'est qu'on a, après que le gaz soit sorti et que soit complètement décomposé, on a une sorte de matière qui va rester, qu'on va pouvoir utiliser comme engrais dans l'agriculture durable. Donc ça aussi, a priori, c'est positif. Ce qui est moins positif, c'est que le sac orange, comme vous le voyez, c'est un sac en plastique. C'est un sac en plastique qu'on a dû produire. Et donc ça aussi, ça génère de la pollution, on aura utilisé des matières pour produire ce sac. Ce qui est embêtant aussi, c'est que ce sac orange, il faut le transporter jusqu'à cette centrale de biométhanisation. Et là aussi, c'est du transport. Donc ça, c'est plutôt embêtant, c'est plutôt négatif. Ça a un impact négatif sur l'environnement. Donc on a une autre solution à côté que le sac orange, qui peut être parfois en parallèle pour la plupart d'entre nous, qui est le compostage, effectivement. Le compostage, on va mettre nos déchets alimentaires dans un fût à compost, dans un tas qui va se dégrader. Et là, on a des micro-organismes qui vont faire un travail absolument extraordinaire de décomposition de la matière. C'est un cycle, en fait, qui est le plus naturel possible. Et ensuite, cette matière va nourrir la terre, qui va à nouveau produire des légumes et des fruits qu'on va pouvoir consommer, et ainsi de suite. Le cycle est fermé. Là, nous, on est dans un cycle complètement fermé et qui est complètement durable, qui est 100% durable. Alors là, vous allez me dire, oui, est-ce que j'ai un jardin ou pas? La grande question pour faire un compost, est-ce que j'ai un jardin ou pas? Imaginons que j'ai un jardin, là, vous avez vraiment la solution parfaite pour y mettre un fût à compost dans votre jardin, voire même, j'ai déjà vu des personnes qui n'avaient même pas de fût à compost, mais qui avaient simplement fait un tas avec leurs déchets organiques, ils leur tournaient de temps en temps, ils faisaient attention à ce qu'on mettait dans le tas et ça se décomposait. Donc ça, il faut avoir un jardin un petit peu quand même assez grand, ainsi quand on est dans son transat en été, on n'est pas juste à côté de son tas de compost, c'est quand même plus agréable. Voilà, mais c'est tout à fait possible. C'est possible aussi, comme Tatiana le disait là tout à l'heure, sur un balcon. Et j'en ai aussi eu l'expérience d'avoir une terrasse et avoir un petit fût
même pas fait un compost, on avait récupéré une armoire de récup qu'on avait mis sur le dos avec une bâche imperméable dans le dessous, un petit peu de terre pour démarrer le compost, et on y mettait des déchets organiques, principalement dans la saison d'hiver, et on le tournait 2 fois par an. Et en été, il y avait plein de choses qui poussaient, des patates. Hein. Il suffit d'avoir une petite pomme de terre dans votre compost et vous retrouvez avec une récolte de patates l'année suivante, ou des courges, des potirons. Voilà, c'est assez sympa. Donc voilà le compost. On peut aussi avoir des poules. Hein. Elles vont manger pas mal de nos déchets alimentaires, même en ville. Hein. Il y a des gens qui ont des poules ici à Bruxelles sans problème. Alors quand on n'a pas de jardin, on peut faire appel à un compost de quartier. Un compost de quartier, c'est un ensemble de citoyens qui s'est mis ensemble et qui ont créé un très très grand compost pour plusieurs familles, voire parfois vraiment des dizaines de familles, ou alors un immeuble. Imaginons un immeuble, un appartement, il y a souvent des pelouses autour. On peut créer un compost de quartier, un compost pour l'immeuble. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site, je vous mettrai juste en dessous les liens pour aller trouver la carte des composts de quartier à Bruxelles. Il y en a des dizaines partout, dans toutes les communes, dans tous les quartiers. Donc il y a peut-être un compost de quartier tout près de chez vous. Il faut toujours les contacter avant d'aller y mettre ces déchets organiques, les contacter, voir s'ils acceptent encore des nouveaux habitants, parce que parfois ils sont saturés, et voir aussi comment est-ce qu'il faut participer, parce que souvent il faut y participer 1 ou 2 fois par an, venir retourner le compost par exemple. Alors, si vous n'avez pas de compost de quartier par chez vous, mais ça vous semble vraiment intéressant, donc le compost de quartier tout près de chez vous, il est rempli, que vous voyez un terrain, vous voyez là un espace vert qui pourrait accueillir un compost de quartier, mais n'hésitez pas à contacter Bruxelles Environnement, contacter Worms, la SBL Worms, je vous mettrai le lien en dessous, qui peut vous aider pour mettre en place un compost de quartier. Je trouve que c'est vraiment une initiative qui a un impact extrêmement positif sur l'environnement. De créer un compost de quartier. Donc, vous avez, par exemple, vous êtes dans un immeuble à appartement, vous avez une pelouse là autour qui au final ne sert pas à grand-chose, on pourrait peut-être accueillir un compost de quartier. Ce qui existe aussi quand on est en appartement, ce qu'on peut utiliser, c'est une vermicompostière. Une vermicompostière, comme vous voyez sur la photo, ce sont 3 bacs. Dans le bac du dessus, on va y mettre nos déchets alimentaires, qu'on va généralement pré-découper. Dans le bac du milieu, on aura des lombricomposteurs, des grands vers de terre, en tout cas, qui vont décomposer, manger la matière, décomposer. Et en dessous, vous allez avoir un jus, vous allez pouvoir récolter un liquide qui va servir d'engrais pour des plantes d'intérieur, par exemple, si on a un appartement. Alors, il y a aussi, je ne l'ai pas mis sur le slide, mais il existe aussi une solution qui me semble assez intéressante, qui est le bokashi compost. Le bokashi compost, c'est un peu la même taille qu'une vermicompostière. Donc, c'est une sorte de... Vous avez un grand seau en plastique dans lequel vous allez mettre vos déchets alimentaires. Vous allez compacter. Il y a vraiment un système de compactage qui va nous permettre de mettre ce que j'ai entendu, l'équivalent d'un ménage de 4 personnes pendant 1 mois, ce qui est assez important au niveau quantité. On va y mettre une petite cuillère d'un produit qui permet la fermentation. Une fois que le fût est complètement rempli, on va le laisser reposer pendant 4 à 6 semaines, je crois, dans un espace comme une cave. Et ensuite, quand ce sera complètement fermenté, décomposé, on va pouvoir épandre cette matière dans un jardin, par exemple. Donc là, il faut quand même connaître quelqu'un qui a un jardin qui peut accepter cette matière toutes les 6 à 8 semaines. Donc, ça s'appelle bokashi compost. Il y a peut-être des gens qui l'utilisent et qui ont l'expérience de ça. Donc voilà les 2 sites, si vous voulez en savoir un petit peu plus, parce que nous, on ne va pas parler de compost pendant cet atelier, ce n'est pas du tout ma spécialité, mais c'était ici pour vous présenter quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous aujourd'hui. N'hésitez pas à aller voir le site de Bruxelles Environnement et le site de Worms ASBL. Le Worms ASBL est une association bruxelloise qui est spécialisée en ce qui est compostage et qui peut vraiment vous accompagner, vous donner plein d'informations, que ce soit sur comment faire un compost, sur un compost de quartier. On peut vous accompagner pour faire un compost de quartier. Ils vendent des vermicompostières. Bref, allez sur leur site si vous voulez plus d'informations. Il y a plein d'informations techniques. Ils donnent des ateliers. Ils proposent des ateliers, des formations gratuites. N'hésitez pas à aller les voir. Il y en a des formations maintenant ici pendant l'été, je pense. Et voilà, c'était bon, j'avais rajouté dans le slide, je devais adapter mon slide, mais j'en ai parlé. Voilà, alors trier ces déchets organiques, les mettre dans un compost.
on le met dans un bokashi, dans une vermicompostière, a priori, ça n'a pas d'impact négatif sur l'environnement, puisque la matière va retourner à la terre. Donc, ce n'est même pas vraiment un déchet, on peut même parler plutôt de ressource, même quand elle va dans une centrale de biométhanisation. Le déchet est plutôt une ressource, parce que ça va nous produire de l'énergie, nous produire de la matière. Mais le problème, c'est que nos déchets, il a fallu les produire. Donc, cette petite fraise qu'on va jeter à la poubelle, il a fallu la produire et utiliser des terres agricoles pour la produire. Et ça, c'est embêtant si on utilise des terres agricoles pour l'alimentation qu'on ne va pas consommer, parce que les terres, on en a peut-être besoin pour d'autres choses. Cette fraise, il a fallu utiliser de l'énergie, ça aura produit des gaz à effet de serre qui au final n'étaient peut-être pas nécessaires. On aura gaspillé de l'eau, on aura utilisé pas mal d'eau, et au final c'est un gaspillage d'eau puisqu'on n'a pas consommé cette fraise. Et puis aussi, c'est de l'argent qu'on a perdu, nous, hein, quand on a acheté cet aliment qu'on n'a pas consommé, c'est de l'argent gaspillé. Puis aussi, il faut se dire aussi qu'il y a un problème éthique, hein, quand on sait qu'il y a encore tellement de personnes qui meurent de faim aujourd'hui. À Bruxelles, il y a encore 55 000 personnes aujourd'hui qui font appel à l'aide alimentaire. Hein, ce problème a été aggravé là, avec la crise du Covid. Donc, il y a un problème éthique de se dire qu'on jette de la nourriture à la poubelle. Moi, il y a encore quelque chose d'autre qui m'a motivée à réduire mes déchets alimentaires. C'est un peu mon côté fainéant. Moi, je porte mes déchets organiques à un compost de quartier près de chez moi. J'ai la chance d'avoir un compost de quartier tout près de chez moi. En soi, c'est pas très compliqué, hein. J'y vais une fois par semaine. Mais bon, il faut le faire à côté de toutes les autres choses qu'on doit faire. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il faut faire en plus. Et à un moment donné, je me suis dit, comment est-ce que je peux faire pour réduire mes déchets alimentaires, pour aller moins souvent à mon compost de quartier? Et là, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, en fait, on fait beaucoup de soupe. Ça génère pas mal d'épluchures. Je me suis dit, en fait, tous les légumes qui vont dans la soupe, là, en fait, je ne dois pas les éplucher. Les carottes, les navets, je ne les épluche plus. Il n'y a que les pommes de terre après que je vais éplucher. Les poireaux, j'ai toujours consommé les verts de toute façon. Mais voilà, un reste de persil qui traîne dans le frigo, je peux le mettre dans ma soupe. Voilà, j'ai commencé à mettre beaucoup de choses dans la soupe pour produire moins de déchets. Et puis aussi, je me suis demandé comment est-ce que je peux m'organiser pour avoir moins de déchets et surtout moins de restes de cuisine. C'est ça qu'a priori, on jetait le plus. Et là, j'ai pensé à l'organisation et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Comment est-ce qu'on s'organise? Alors, j'ai un deuxième petit sondage pour vous. Ouais, j'espère qu'il va fonctionner du premier coup. Voilà. À votre avis, quelle quantité de nourriture un Bruxellois gaspille-t-il en moyenne par an? Est-ce que nous gaspillons en moyenne 800 grammes? Est-ce qu'en moyenne, nous gaspillons 3,8 kilos? Est-ce que ce serait plutôt 19 kilos ou alors ce serait plutôt 26 kilos que nous gaspillons en moyenne par an? Ouais, je vois que vous êtes en train de répondre. Voilà, je vous laisse encore quelques secondes. Vous êtes 86% à avoir répondu. Je laisse encore quelques secondes pour les dernières personnes et puis je partagerai les résultats avec vous. Voilà, 27, encore 5 secondes et j'arrête le sondage. Des personnes qui sont parties, manger un bout, s'occuper d'un enfant, mettre un enfant au lit, sortir le chien, je ne sais pas. Et voilà, je partage avec vous. Alors, il y a des personnes qui sont un peu plus optimistes et d'autres plus pessimistes. Hein. La bonne réponse, c'est 19 kilos de nourriture que nous gaspillons par an, ce qui reste vraiment énorme. Hein. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est vrai que quand on voit les restaurants, les magasins qui gaspillent énormément de nourriture, qu'est-ce que ça va changer, moi? Il faut savoir qu'au niveau européen, nous, les ménages, on est quand même responsable pour la moitié du 50% du gaspillage alimentaire. Donc, on a quand même aussi un rôle à jouer. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans nos poubelles? Qu'est-ce que nous gaspillons le plus? Donc, en théorie, statistiquement, nous gaspillons le plus, ce sont des fruits et des légumes. Les fruits, là, comme cette fraise qu'on a achetée et qui finalement devient mauvaise. Le pain et les biscuits, hein, du pain rassis, un paquet de biscuits qu'on a ouvert mais qui n'a pas eu le temps de terminer. De la viande, de la charcuterie et finalement des produits laitiers.
Et dans ces aliments qu'il y a dans la poubelle, 48% seraient des produits déjà entamés, 27% seraient des produits périmés, hein, ce yaourt dont la date limite de consommation est passée, 25% seraient des restes de cuisine, un repas qu'on a cuisiné nous-mêmes, on a mis des restes au frigo et finalement on a oublié ces restes dans le frigo et donc ils sont devenus mauvais, on a dû les jeter. Donc voilà ce qu'il y a dans nos poubelles. Alors avant de passer au cœur de la présentation, je vais très brièvement me présenter, hein. Je suis Céline Descosy, j'ai créé Ecosy il y a 5 ans pour nous aider vraiment à simplifier le quotidien via le désencombrement et le zéro déchet et via tous les trucs autour de l'organisation comme ce dont on parle aujourd'hui. Je fais du coaching et je donne des ateliers là comme aujourd'hui. Et puis surtout, ce qui me prend le plus de temps pour le moment, c'est surtout mes 2 enfants, ma petite Héloïse qui a 3 ans et demi, un peu plus grande que sur la photo, et mon petit Romain qui a 9 mois. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet, Instagram, Facebook, si vous voulez voir un petit peu ce que je publie sur les réseaux sociaux par rapport au zéro déchet, au désencombrement. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'ai vu qu'il y avait des questions. Donc je vais aller voir sur le chat. Alors, les sacs oranges sont faits en plastique. A priori, ils sont, à ma connaissance, je ne suis pas dans les coulisses de Bruxelles Propreté ou de Bruxelles Environnement, je ne pense pas qu'ils envisagent de passer à des sacs biodégradables. Ça a bien été la question, ça a bien été réfléchi en tout cas, puisque si vous aviez un sac biodégradable et que vous le gardiez un petit peu trop longtemps dans votre cuisine ou alors on l'a mis sur le trottoir et qu'on s'est trompé de jour et qu'il reste quelques jours, le sac va pouvoir se dégrader. Et donc ça, c'est problématique. C'est pour ça que les sacs orange ne sont pas biodégradables, ce qui est dommage. Alors, pour les composts collectifs, merci Carole, effectivement, il y a des aides financières, notamment via la projet de Bruxelles Environnement Inspiration Quartier. Merci Carole pour ce petit partage. Catherine, comment sait-on combien de kilos on gaspille? C'est une très bonne question. Ce n'est pas moi qui ai fait les statistiques. On me les a fournies, Bruxelles Environnement. Alors là, je ne sais pas comment ils font pour calculer, mais ils ont probablement des méthodes. Et Victoire, quel est le pseudo Instagram? C'est ecosy.be. Hop. Voilà, c'est ça que j'ai mis là, ecosy.be, pour me retrouver sur Instagram. Parce que c'est juste ecosy, c'est un truc électronique, je crois. Voilà, voilà. Alors, cuisiner. Cuisiner, ça va bien au-delà que de juste cuisiner son repas et le manger. Hein. Ça implique d'autres étapes par lesquelles on va passer qui vont peut-être faire en sorte que on va gaspiller de la nourriture ou justement pas. Manger un repas, ça implique premièrement de décider qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Et là, est-ce que l'on va plutôt consommer ce qu'on a dans le frigo, dans les placards, ou est-ce que je vais aller acheter de nouveaux aliments? Les courses, qu'est-ce que je vais acheter? Ah tiens, je dois acheter des pâtes. Quelle quantité je vais acheter? Là aussi, est-ce que je vais acheter uniquement ce dont j'ai besoin pour ce repas-là, pour la semaine, ou est-ce que je vais acheter plus? Ensuite, quand je rentre chez moi, comment est-ce que je vais ranger? Comment est-ce que je vais stocker l'alimentation, mes denrées dans les placards, dans le frigo, dans le congélateur? Là aussi, ça va avoir un impact sur la durée de conservation, par exemple, sur le fait que je vais oublier ou pas ce fameux paquet de biscuits. Ensuite, on va cuisiner, ensuite, on va passer à table. Mais dans cuisiner aussi, dans cuisiner, comment est-ce que je vais cuisiner? Justement, si je n'épluche pas mes carottes quand je fais de la soupe, j'ai déjà moins d'épluchures à gérer. Comment est-ce que si j'utilise, quand je cuisine, est-ce que je vais aller chercher tous les petits restes qui restent dans le frigo plutôt que de les laisser pourrir? Comment est-ce que je vais ranger? Après avoir mangé, il reste peut-être des restes de mon repas. Comment est-ce que je vais les conserver dans le frigo? Ça aussi, ça va avoir un impact sur le fait ils vont devenir mauvais ou pas. Ensuite, on fait la vaisselle et on va nettoyer la cuisine. Ça n'a pas vraiment d'impact sur le gaspillage alimentaire, mais bien sur notre quotidien. Mais premièrement, le désencombrement. Alors, je sais que là, il y en a des personnes qui vont me dire, oh là là, moi je suis venue entendre parler des déchets alimentaires, on parle de désencombrement. Alors moi, je suis persuadée que le désencombrement, c'est la première étape pour diminuer ces déchets.
que ce soit au niveau cuisine ou que ce soit pour toutes les sphères enfin, toutes les pièces de notre vie. Je suis persuadée que plus les cuisines sont équipées, moins on cuisine. Quand on a un plan de travail qui est encombré avec du désordre, mais aussi avec plein d'appareils, un grille-pain, la bouilloire, le percolateur, un appareil qu'est-ce qu'on peut mettre sur un plan de travail? Plein de planches, un porte-livres, des livres de cuisine, un cuit-vapeur, etc., etc., bah, on n'a plus vraiment de place pour cuisiner. Et donc, quand on arrive chez soi le soir pour cuisiner, alors qu'on a plein de choses à manger dans nos placards ou dans notre frigo, bon, on se dit, ça donne pas envie de cuisiner. Ça donne pas envie de cuisiner. Moi, je vais aller au restaurant du coin prendre quelque chose à emporter. Ce sera beaucoup plus simple, vraiment, ce soir. J'ai pas le courage de commencer à ranger ma cuisine pour pouvoir cuisiner. Alors, quand on a bien désencombré son plan de travail, qu'on arrive dans sa cuisine, bah là, vraiment, ça donne envie de cuisiner. On voit bien, là, les légumes qui sont sur le plan de travail. Bah, le butternut, là, bah, j'ai vraiment envie de le cuisiner ce soir. Je vais le cuisiner et il ne va pas devenir mauvais. Je vais aller chercher dans mon frigo ce qu'il faut cuisiner, ce qu'il faut manger rapidement. Et je vais cuisiner et je ne vais pas aller chercher quelque chose au coin de la rue. Alors, première étape, c'est vraiment désencombrer son plan de travail. Et là, vous allez me dire, oui, mais mon cuit-vapeur qui est sur mon plan de travail, je n'ai pas la place dans mon armoire pour le ranger. Donc, c'est sûr qu'il va falloir aussi désencombrer ce placard pour, premièrement, pouvoir ranger tout ce qui traîne sur son plan de travail, mais aussi pour avoir une bonne vision de ce qu'on a dans nos placards. Si, comme sur la photo de gauche, vous avez un paquet de biscuits, un paquet de pop-corn qui traîne au fond de votre armoire, parmi plein d'autres denrées ou d'autres ustensiles de cuisine, bah, ce paquet de biscuits, vous n'allez plus le voir. On l'a ouvert et on va le retrouver quelques semaines, voire quelques mois plus tard, et il sera plus bon à manger, on va devoir le jeter. Tandis que quand on a bien désencombré, qu'on a gardé vraiment ce qu'on utilise vraiment, ce qu'on a vraiment dans notre cuisine, dans nos placards, bah, ce paquet de biscuits, on va le voir directement et on va plus rapidement le consommer. On va moins l'oublier en fait. Ce qu'on voit, on va consommer. Ce qu'on ne voit pas, on oublie. Hein. C'est aussi simple que ça. C'est même chose dans le frigo. Hein. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de trouver votre frigo juste avec quelques ingrédients. Moi, j'ai constaté que c'est toujours plus facile de faire un petit repas improvisé quand on a quelques ingrédients dans le frigo ou dans un placard, plutôt que quand c'est vraiment rempli à 100%, ben on ne voit pas ce qu'on a dans notre frigo. On ne voit plus ce qu'il y a au fond du frigo. On oublie l'existence de tous ces produits et donc la plupart vont devenir mauvais avant de pouvoir les consommer. Je vais voir s'il y a des questions. Je ne pense pas. Voilà, je pense qu'il y a eu des échanges entre vous et ça, c'est super. N'hésitez pas encore s'il y a des questions. Hein. J'ai mis ce slide plusieurs fois durant la présentation et j'irai voir vos questions. N'hésitez pas à partager entre vous aussi. Alors après avoir bien désencombré et réorganisé ses placards, son frigo, on va devoir gérer les stocks. Alors, qu'est-ce que je dois stocker dans ma cuisine? Ça va dépendre de deux choses. Premièrement, la fréquence de vos courses. Ça ne va pas être la même quantité pour la personne qui fait des courses 2 fois par semaine que la personne qui fait des courses 1 fois par mois. L'idée, en tout cas, c'est de stocker uniquement ce qu'on va manger entre les deux moments de course. Si je fais des courses le lundi et puis je fais des courses le jeudi, ben, a priori, je ne dois stocker que ce que je vais manger entre le lundi et le jeudi. Si par exemple je fais des courses 1 fois par mois, ben, je vais devoir stocker toute la nourriture que je vais manger ou que ma famille va manger pendant un mois. Après, je sais, il y a des gens qui vont faire des courses pour tout ce qui est aliments secs 1 fois par mois, puis ils le feraient en fait 2 fois par semaine. Voilà. Et donc chacun va devoir adapter en fonction de ses habitudes. Si vous allez me dire, oui, mais j'ai quand même besoin de stocker un repas au cas où j'ai un imprévu. Finalement, je ne sais pas cuisiner ce que j'avais prévu. J'ai des invités qui viennent à l'improviste. Alors oui, bien sûr, on va stocker 1 ou 2 repas au cas où, que ce soit un repas congelé, que ce soit un bocal de sauce tomate pour faire un spaghetti dernière minute. Mais ce que je vois souvent, malheureusement, c'est qu'on stocke bien souvent l'équivalent de 10 repas, voire 20 repas, voilà, de quoi nourrir une armée ou de rester chez soi confiné pendant un mois sans faire de courses. Et c'est là que ça va poser un problème, parce que si on fait des courses toutes les semaines et qu'on stocke énormément, ben, à un moment donné, ce stock va augmenter. Il y a des choses qu'on ne va plus voir et qui vont devenir mauvais dans le fond de nos armoires.
Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de stocker uniquement ce qu'on va manger entre deux moments de course. Aussi, la distance avec les magasins. Si j'habite tout près de plein de magasins, parce que j'habite en ville, si je passe régulièrement devant les magasins, parce que je me déplace à pied, que je vais au travail à pied, je passe tous les jours devant un magasin, bah, j'ai moins besoin de stocker, parce que quand j'ai vraiment oublié quelque chose, bah, je peux aller au magasin rapidement. Où stocker? Alors là, c'est important de stocker au même endroit. Souvent, ce que je vois, c'est qu'on va stocker un petit peu dans une armoire de cuisine en hauteur. On va stocker un petit peu dans une armoire en bas, l'armoire du bas de cuisine. On va stocker peut-être dans une arrière-cuisine, parfois aussi dans une cave, parfois aussi dans un garage. Et du coup, bah, on n'a plus une bonne vision de ce qu'on a. Du coup, quand on va au magasin, bah, on ne sait plus ce qu'on a. On se dit, ah oui, il faut quand même que j'achète de la sauce tomate. Je n'avais pas indiqué ça sur ma liste de courses. C'est vrai que j'ai des amis qui viennent à l'improviste ce soir et je dois acheter la sauce tomate et je n'avais pas prévu ça sur ma liste. Est-ce que j'en ai encore? Je sais pas, j'ai pas vérifié mon stock avant de partir. Et comme je ne vais pas souvent dans les garages où je stocke tout ce qui est sauce tomate, ben, je ne sais pas si j'en ai encore. Du coup, j'en achète. Et chez moi, bah oui, je constate quand je rentre que j'avais encore de la sauce tomate qui va périmer dans une semaine. Alors que si je stocke tout au même endroit dans une seule armoire de cuisine, bah, j'ai une bonne vision d'ensemble de ce que j'ai et je sais exactement ce que j'ai. Alors oui, vous allez me dire, mais j'ai pas la place, on a tous des cuisines bien trop petites. C'est pour ça que la première étape, c'est vraiment le désencombrement. Si j'ai bien désencombré ma cuisine, je vais plus facilement pouvoir tout stocker dans une seule armoire. Donc ça, c'est vraiment la base. On va aussi essayer de stocker sur une seule ligne, éviter de stocker l'un derrière l'autre. Hein, parce qu'encore une fois, tout ce qui est caché, là, si j'ai un paquet de lentilles derrière une boîte de pâtes, bah, je ne vais plus voir ce paquet de lentilles. Je vais oublier son existence et à un moment donné, je vais le retrouver un jour, dans quelques mois, voire quelques années, et je vais le jeter parce qu'il sera plus bon à consommer. Avoir une bonne vision claire, c'est comme ça qu'on va stocker. Donc ici, je vous donne un exemple ici de mission de désencombrement. Hein, c'est ça que je fais quand je parlais de coaching. Je coach des personnes dans la pratique, ici dans une cuisine, j'adore faire les cuisines, où on a, en fin de journée, ça c'est le résultat, on a transvasé tout ce qui était nourriture, était rangé sur les étagères sous le côté. Ce qui fait qu'au fond de ces étagères, on avait des vieilles huiles ouvertes depuis longtemps, des paquets de lentilles, des paquets de graines, des paquets de farine qui étaient ouverts depuis des mois, voire des années. Hein, soyons honnêtes, on a des paquets qui restent ouverts pendant parfois des années dans le fond de nos armoires parce qu'on oublie leur existence. Et du coup, quand c'est ouvert depuis des années, on n'a plus envie de les consommer, du coup on jette. Même si la date limite de consommation est encore bonne, on n'a plus envie de les consommer, on va les jeter. C'est pour ça que quand je dis aliments non périssables, et à un moment donné, ça périme dans le sens où on n'a plus envie de les manger quand ils sont ouverts. Et donc là, quand on met toute l'alimentation, de l'alimentaire dans un tiroir, quand on ouvre le tiroir, on a une bonne vision d'ensemble, on voit tout ce qu'on a. Et du coup, ce paquet de graines qui traîne là au milieu, on le voit, on va plus facilement le consommer, on va moins l'oublier. Et on a rangé les casseroles sur les côtés parce que les casseroles, voilà, on n'oublie pas leur existence, on les utilise régulièrement. Le congélateur. Comment est-ce qu'on stocke dans un congélateur? Alors, dans un monde idéal, ici, ce que je vous parle, je vous donne beaucoup de théories et c'est sûr, c'est pour quand on vit dans un monde idéal. Hein, je sais qu'on ne vit pas dans un monde idéal. Dans un monde idéal, on va, chaque fois qu'on met un récipient dans son congélateur, on va y mettre une étiquette avec la date, avec ce qu'il y a dedans, etc. Ce qu'on va aussi faire, c'est faire un inventaire, comme vous voyez sur la photo. On fait un inventaire avec un panneau qu'on accroche tout près du congélateur, hein, avec le marqueur qui est accroché aussi. Hein, c'est une façon, chaque fois s'il faut chercher le marqueur, chaque fois qu'on veut faire quelque chose, ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut le marqueur qui soit accroché à côté. Là, ici, on a collé carrément une sorte de plastique sur lequel on peut écrire et effacer comme un tableau blanc hein, sur le congélateur même. Donc, c'est pas mal. Donc, ici, c'est l'exemple d'une personne qui est très organisée. Ce n'est pas chez moi. Ce n'est pas chez moi. Moi, je ne pense pas que je pourrais vraiment tenir cette rigueur au quotidien. Ça, c'est plutôt chez moi, à droite. Voilà, quand on n'arrive pas à avoir cette rigueur, il y a des gens qui arrivent à avoir cette rigueur et c'est super. Si vous n'arrivez pas comme moi à avoir cette rigueur, ce qu'on peut aussi faire, c'est mettre des grandes étiquettes
sur nos tiroirs de congélateur pour essayer d'un petit peu organiser dans le congélateur même. Là, il faut avoir bien sûr des grandes catégories, essayer de trouver les catégories qui vont pour un seul tiroir. Ici, j'ai mis quelques exemples, à vous de voir ce que vous mettez dans votre congélateur, effectivement. Aussi, quand on stocke, que ce soit dans le frigo, que ce soit dans le congélateur, que ce soit même dans les placards, essayez de privilégier les récipients qui sont transparents. Par du moment où c'est la carotte qui sont dans un bocal transparent à gauche, ben, on va plus facilement les consommer que si elles sont dans un récipient opaque à droite dans le congélateur. Je ne sais pas si ça vous arrive souvent. Nous, ça nous arrive quand on met dans un récipient, dans une boîte en plastique opaque dans le frigo, ben, le reste de lentilles, là, on va souvent oublier son existence. Tandis que quand c'est dans un bocal en verre, ben, on le voit. On dit, ah oui, il y a ça encore à manger. Allez, je vais l'intégrer dans une soupe, je vais le mettre dans une salade. Et on va pas oublier on va pas oublier. Donc vraiment, je vous invite à mettre dans du transparent, même dans le congélateur, on peut congeler hein, dans du verre sans problème. C'est juste que si c'est du liquide, une soupe ou une sauce, il ne faut pas le remplir à 100% hein, parce que ça va, comment dire ça peut exploser dans le congélateur. Et que quand on sort du congélateur, il ne faut pas avoir un choc thermique. Donc, il faut pas mettre son bocal de congelé dans une casserole d'eau bouillante, ça risque d'exploser aussi. Pas exploser, le fond risque de se détacher, de se casser. Donc voilà, je vous invite à mettre dans du transparent, même ce qu'il y a dans les placards. Nous, personnellement, on achète en vrac. Et je vois quand on achète en vrac, souvent, on va utiliser des sachets en papier. Et on ne peut pas laisser dans un sachet on peut pas laisser dans un sachet en papier, ça ne peut pas, ce n'est pas fait pour conserver de la nourriture très longtemps. Donc, il faut transvaser ça dans un récipient, par exemple, dans un bocal en verre. Moi, je préfère faire mes courses directement avec des bocaux en verre. C'est lourd et tout, c'est pas toujours très pratique. Mais comme ça, quand je rentre, c'est directement dans le bon bocal et je peux facilement mettre ça dans un placard. Voilà, mais c'est très personnel. Alors, encore un petit sondage. Papapam. Alors, moi, ce qui m'intéresserait... qu'est-ce qui se passe? Hop. Ah, mais j'avais commencé tout à l'heure. Je crois que j'avais commencé ce sondage tout à l'heure. Voilà, et qu'il y avait une personne qui avait répondu. J'espère que ça va fonctionner, que mon Internet, ma connexion va fonctionner. Il ne se lance pas. Allez, 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 allez. Hop. Allez, Internet, vas-y, tu peux le faire. Parce que moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est quel aliment gaspillez-vous le plus? Quel aliment gaspillez-vous le plus? Est-ce que c'est plutôt des fruits et légumes? Je crois que je vais peut-être arrêter la présentation et relancer ça. Est-ce que ça va peut-être mieux fonctionner comme ça? Allez, je chipote, j'essaye encore une fois, et si ça ne fonctionne pas, je vais vous dire la question comme ça. Hein. Quel aliment gaspillez-vous le plus? Est-ce que c'est les fruits et légumes? Est-ce que c'est plutôt le pain et les biscuits? Est-ce que c'est plutôt la viande? Est-ce que c'est plutôt les produits préparés, les produits laitiers ou un peu de tout? Donc, il y a 1, 2, 3, 4, il y a 6 possibilités. Les fruits et légumes, le pain et les biscuits, la viande, les produits préparés, les produits laitiers ou un peu de tout. Donc, je vous invite un petit peu à réfléchir à ce que vous gaspillez au niveau alimentation. Je vois que vous êtes en train de répondre via le chat, donc ça c'est super. Parce que décidément, je pense que mon sondage ne veut pas fonctionner là aujourd'hui. C'est bien dommage. Et si je fais ça, ça arrête. Donc je vois que vous êtes en train de répondre et vous êtes beaucoup à dire fruits et légumes. Une personne qui dit presque rien, du pain, produits laitiers. C'est beaucoup des fruits et légumes ou un peu de tout. Malheureusement, des fruits, surtout les bananes. On peut faire plein de choses avec les bananes qui sont en fin de vie, des cakes à la banane.
Pareil, fruits et légumes, nous dit Aurélie, quasi rien, ça c'est super. Donc après ces ateliers, vous n'allez plus rien gaspiller du tout alors. Bon, merci beaucoup de partager. Je vais repartager avec vous mon écran pour reprendre la présentation. Ah, du coup, j'ai perdu le chat. Et ben, voilà. Voilà. Et en fait, ce sondage, bah, ça montre bien que les statistiques que je vous ai montrées tout à l'heure bah, sont assez justes, hein. C'est vrai qu'en priorité, ce qu'on gaspille le plus, c'est des fruits et légumes. Les fruits, peut-être qu'on répond ça parce que là, on est dans une période où on a beaucoup de fruits assez fragiles, hein. On est vraiment dans la saison des fraises, des pêches, des abricots, et ça se gâte plus vite que quand on a principalement des pommes et des poires, peut-être aussi. Alors, je vais aller voir s'il n'y avait pas des questions juste avant le sondage. Alors, il y a Chantal qui demande quelle est la fréquence idéale pour faire des courses, disons, pour une famille de 4 personnes. Ça, c'est vraiment à vous de voir qu'est-ce qui est le plus facile pour vous. Est-ce que c'est le plus facile de faire ces courses ça dépend sur quels critères on part. Si c'est purement le critère du gaspillage alimentaire, j'ai envie de dire peut-être 2 fois par semaine pour tout ce qui est frais. Comme ça, on va pouvoir chaque fois ajuster et juste acheter ce dont on a besoin pour 3-4 jours. Donc, je dirais ça. Maintenant, il faut voir si vous avez la possibilité de faire des courses 2 fois par semaine, parce que ça demande d'aller au magasin plus souvent, du coup. Donc ça dépend vraiment de chacun et de son organisation. Il y a des magasins. Est-ce que les magasins sont proches? Est-ce que ça vous demande beaucoup de temps et d'énergie d'aller au magasin? Est-ce que c'est plutôt facile? Après, au moins on va dans les magasins, au moins on achète aussi. Donc, il faut trouver vraiment le juste milieu. J'essaie d'aller voir. Est-ce que... Voilà. Voilà. Alors, les repas. En moyenne, la personne qui doit s'occuper du repas principal du soir doit répondre 17 000 fois à la question. Quelle horrible question. Qu'est-ce qu'on mange? Moi, ma fille de 3 ans et demi, elle s'est déjà très très bien posé cette question qu'elle pose plusieurs fois par jour, hein, pas encore trop la notion du temps. C'est vrai qu'on mange plusieurs fois par jour de toute façon. Qu'est-ce qu'on mange? Et si la réponse n'est pas des pâtes, de toute façon, ça va être j'aime pas. C'est assez limité. Qu'est-ce qu'on mange? Et même quand on n'a pas un enfant qui nous pose la question, quand on a même se poser la question à soi-même, je trouve que cette question, elle est horrible parce qu'on a déjà tellement de questions auxquelles on doit répondre au quotidien, hein. Comment est-ce que je vais m'habiller ce matin? Qu'est-ce que je vais faire au travail? Quel transport? Quel chemin je vais prendre pour aller au travail? On est bientôt parti en vacances. Où est-ce qu'on va aller? Il faut encore réserver les vacances. Avec qui on va partir? Comment est-ce qu'on va partir? Il faut acheter un cadeau pour l'anniversaire d'un tel. Qu'est-ce qu'on va pouvoir acheter? Qu'est-ce qu'on va regarder à la télé ce soir? Etc., etc., etc. Que quand on arrive le soir chez soi, complètement fatigué de notre journée, et qu'on se demande qu'est-ce qu'on mange, on n'a plus envie de se poser cette question. Mais il faut bien se décider qu'est-ce qu'on va manger. Et du coup, je vais vous proposer 3 outils pour vous simplifier cette tâche et ne plus devoir vous poser cette question tous les jours. 3 outils que probablement vous utilisez déjà, que vous connaissez, hein, certains que vous utilisez peut-être déjà au quotidien ou que vous avez déjà testé, hein. On a la liste des repas, on a le fameux planning des repas. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont déjà testé. Souvent, on teste et puis on arrête d'utiliser. Puis, on a la liste des courses. Je suis persuadée que beaucoup d'entre vous l'utilisent encore aujourd'hui. La liste des repas, premièrement. La liste des repas, c'est quoi? Ça va être un bête papier, un document sur lequel on va écrire tous les repas qu'on cuisine régulièrement, que tout le monde aime à la maison, qu'on fait les yeux fermés, hein. Pas besoin d'aller ouvrir un carnet de recettes, hein. Ça peut être l'omelette aux champignons, la salade au fromage de chèvre, le spaghetti sauce tomate, le riz cantonné, voilà, peu importe ce que vous, chez vous, vous avez l'habitude de cuisiner les yeux fermés et que tout le monde aime. Ça peut avoir la forme d'un petit carnet dans lequel vous allez écrire ces repas. On ne parle pas de recettes, hein, on parle bien de repas. Ça peut être des petites fiches pour vous organiser. Ça peut être tout simplement à l'intérieur d'une porte de cuisine sur laquelle
vous allez écrire comme un petit mémo les différents repas, juste pour vous rappeler. Ça peut être pour certains une application. Personnellement, je trouve qu'on est déjà tellement devant les écrans que je préfère pas. Et je vous avoue que j'ai cherché après une application qui puisse nous aider dans la planification des repas. J'ai jamais trouvé quelque chose assez flexible qui puisse convenir à tout le monde. Mais peut-être que vous en connaissez, donc n'hésitez pas à le partager via la discussion si vous connaissez une application sympa qui fonctionne chez vous. Voilà un exemple de liste des repas. Alors ici, vous avez 8 repas. Je vous invite à peut-être en avoir peut-être au moins 15, hein, une bonne quinzaine minimum. Mais c'est aussi simple que ça. Après, vous allez peut-être pouvoir l'étoffer avec la quantité d'ingrédients, les ingrédients, etc. à acheter pour vous faciliter après la liste des courses. L'idée de la liste des repas, c'est que quand après on va faire le planning des repas, on n'ait pas ce syndrome de la page blanche. Parce que souvent, le planning des repas, on va le faire par exemple le dimanche soir. On a passé un super week-end, mais on est super fatigué. Et on arrive là devant notre planning qu'on doit remplir pour tous les jours de la semaine. Et en plus, on vient de manger, donc on n'a absolument pas faim. Donc on n'est pas inspiré du tout. Et on n'arrive pas à remplir notre planning des repas. Donc l'idée, c'est d'aller chercher cette liste des repas et d'aller s'inspirer, d'aller dire, ah oui, cette semaine, je ferai bien ça, 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 ça. Parce qu'on oublie, hein, on avait trouvé une super recette de salade de lentilles qu'on a fait il y a quelques semaines, puis après on oublie complètement. Alors si je teste cette recette et puis voilà, je trouve qu'elle est super, tout le monde adore à la maison, je vais juste la mettre dans ma liste des repas et donc dans quelques semaines, je pourrais me dire, ah oui, c'est vrai que cette salade de lentilles, je la referai bien cette semaine. Ensuite, on va faire un planning des repas. Et là, je sais que quand je parle de planning des repas, on me dit, c'est vachement carré, on ne peut pas avoir d'imprévu, il n'y a pas de spontanéité. Là, quand on doit faire un planning des repas, c'est hyper carré. Du coup, si j'ai un imprévu, si j'ai des amis qui m'invitent pour un souper chez eux jeudi soir, je ne peux pas aller parce que j'ai quelque chose dans mon frigo. Non, non, au contraire. C'est tout à fait le contraire. Le planning des repas, ça va nous permettre vraiment de lâcher prise et de plus se poser la question tous les jours, même plusieurs fois par jour, qu'est-ce qu'on va manger. Et penser une bonne fois pour toutes par semaine, voire par mois pour certains. Donc le planning des repas, ça va clairement nous éviter du gaspillage alimentaire parce qu'on va pouvoir vraiment planifier ce qu'on va manger et qu'on va acheter uniquement ce dont on a besoin. Ça va réduire cette fameuse charge mentale. On devra plus se poser la question. Et même si vous mettez le planning, si vous vivez, si vous avez des enfants là, qui sont assez grands, qui savent lire et qui vous demandent tous les jours ce qu'on mange et que vous mettez le planning sur le frigo, vous ne devez même plus répondre à la question. Et petit à petit, ils vont prendre l'habitude d'aller voir sur le planning du repas. Enfin, en théorie. Clairement, quand on fait un planning, on mange de manière beaucoup plus saine. On voit exactement ce qu'on va manger sur la semaine. Et donc, on va pouvoir voir, tiens, est-ce que j'ai vraiment une variété au niveau des légumes, au niveau des céréales, au niveau des protéines. Je vais pouvoir manger vraiment plus sainement. J'ai une bonne vision d'ensemble. On va gagner du temps. On va gagner du temps parce qu'on va pouvoir... Premièrement, on décide une fois pour toutes pour la semaine. On va pouvoir faire des courses en fonction et pas aller plusieurs fois sur la semaine parce qu'on a oublié d'eux. On va aussi gagner du temps parce qu'on va peut-être aller dans un style de préparation, en style batch cooking. Je vois qu'il y en a qui en parlent là dans le chat. On va en parler juste après le batch cooking. C'est l'idée en fait de préparer pour plusieurs repas. Mais quand on voit sur son planning qu'on fait au final des pommes de terre 2 fois sur la semaine, peut-être que quand je fais le lundi, je peux en faire 2 fois la quantité. J'en ai encore pour mercredi, je ne devrais plus en faire le mercredi. Donc on va gagner du temps aussi comme ça, en anticipant les repas. Et clairement, on va faire des économies parce qu'on va plus acheter des choses dont on n'a pas vraiment besoin au magasin. On va moins gaspiller. Qui dit ne pas gaspiller de nourriture, qui dit forcément faire des économies. Voilà à quoi ressemble un planning des repas. Très détaillé, c'est sûr. Dans un premier temps, on va mettre tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche. Et oui, on va mettre dans un premier temps le petit déjeuner, les collations, les goûters. Alors, je sais que ça peut paraître extrêmement détaillé. Voici ici comme il est rempli. Et ça peut paraître fou. Mais ça, c'est l'idée ici, dans un premier temps, c'est de vraiment conscientiser ce que moi je consomme ou ce que ma famille consomme sur une semaine. Et de se rendre compte que, ah ben oui, c'est vrai que les pommes, on en mange 3 fois par semaine, on est 3 à la maison. C'est vrai que, en fait,
en théorie, si j'en achète 9, c'est largement suffisant. C'est vrai que les pommes, j'en jette souvent à la poubelle et c'est vrai que je les achète, j'en achète toujours 12 parce qu'on les vend par 6. Donc là, je vais conscientiser. Bah, c'est ça que je vais faire. Je vais essayer de trouver une solution pour acheter moins de pommes. Comme ça, je n'en gaspille plus. Là, je vais conscientiser aussi que c'est vrai que le mercredi, c'est toujours le jour où je rentre plus tard. Là, je suis toujours coincée au boulot. J'ai des réunions qui se terminent toujours plus tard le mercredi. Donc le mercredi, c'est vraiment le jour où je dois prévoir un truc qui est très très rapide à faire, voir les restes de la veille. Et le samedi, c'est toujours un jour où on est, une fois sur deux, où on est invité à l'improviste et donc vaut mieux ne pas trop prévoir à l'avance. On mangera bien un truc qui est dans le congélateur ou les restes. Voilà, on va vraiment essayer de conscientiser comment on s'organise sur la semaine et surtout ce qu'on consomme sur la semaine et pour acheter en conséquence. Après, une fois que ça roule chez vous, le planning des repas, il devra peut-être plus être aussi complexe, hein. Ça peut être, vous faites rapidement votre planning. Dans une feuille de brouillon, vous notez les 5 repas principaux du soir et puis le reste, ça roule, quoi. Maintenant, les fruits et légumes, on en gaspille beaucoup moins. Quand vous avez bien diminué ce gaspillage alimentaire, parce que vous avez bien conscientisé, ça peut devenir beaucoup plus simple le planning des repas. Comme je disais, je suis persuadée que beaucoup d'entre vous, vous avez déjà testé les plannings des repas et en soi, c'est un outil qui est très simple. Ce qui est le plus difficile, c'est pas de le faire, mais c'est que ça devienne une habitude. Vous avez une habitude qui soit simple, qui soit ancrée. Une habitude, il faut en moyenne 20 jours, voire 20 répétitions pour qu'elle soit vraiment ancrée. Donc, les premières fois, ça demande une certaine énergie pour le faire, pour s'y mettre. Et puis, une fois que c'est bien ancré, en plus, ça vous apporte des choses positives parce que vous mangez plus sainement, parce que ça vous fait gagner du temps, parce que voilà, ça vous libère l'esprit de toutes ces choses-là, elle sera encore plus facile à ancrer aussi. Voilà, donc vraiment garder ça très simple. Et si maintenant ce planning des repas, comme je vous le présente là, devant les yeux, c'est quand même vraiment trop compliqué à remplir, faites quelque chose de plus simple, hein, vraiment. Mais faites-le, même si c'est beaucoup plus simple. Alors quand on fait un planning des repas, souvent j'entends: «Ah oui super, je vais sortir mes super livres de cuisine là qui traînent dans mes placards depuis longtemps» ou «Je vais aller voir sur internet, je connais un super blog pour trouver des nouvelles recettes». Non, non, surtout pas. L'idée là, on part du principe qu'on est tous, on a tous des vies très chargées, qu'on n'a pas le temps, on n'a pas l'énergie, donc on essaye de se limiter à ce qu'on connaît déjà. Parce que quand on fait une nouvelle recette, on nous dit: «Ça dure 30 minutes». Dans la pratique, ça dure parfois 3/4 d'heure, voire 1 heure, hein. Donc on va vraiment se limiter à ce qu'on connaît déjà, ce qui roule, ce qui est facile, ce qu'on peut vraiment faire les yeux fermés. On vérifie toujours l'agenda. Quels sont les jours où je suis là, où j'ai le temps de cuisiner? Quels sont les jours où je n'ai pas le temps de cuisiner? Donc il ne faut pas prévoir 5 super repas, du lundi au vendredi en sachant bien qu'il y a 2 soirs où de toute façon je vais rentrer trop tard et j'aurai pas le courage de faire les super recettes que j'avais envisagées. Et ce qui est très important pour éviter du gaspillage, c'est que quand on fait son planning, on le fait dans sa cuisine, devant ses placards, devant son frigo. Je me rappelle d'une personne que je coachais au niveau de sa cuisine, où on avait jeté pas mal de denrées alimentaires. C'est pas la photo que je vous montrais tout à l'heure, c'est une autre personne. Bref, dans ses placards, il y avait plein de paquets de céréales, de paquets de pâtes en quantité et certains qu'on a dû jeter parce que c'était ouvert depuis longtemps. C'est vrai qu'elle me disait: «Bah, moi, mon planning, je fais une liste des courses, mais je le fais au bureau, au travail». Du coup, bah oui, quand on est au travail, on n'est pas dans sa cuisine, donc on ne voit pas ce qu'on a dans le placard et dans le frigo. Donc très important de faire ça dans sa cuisine avec les placards ouverts, en ayant été, jeter un œil dans le frigo et dans le congélateur et faire un maximum avec ce qu'on a encore sous la main. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire des courses pour 1 semaine, pour 5 jours, en achetant 3-4 ingrédients parce qu'on avait encore tellement dans les placards. Planifier les imprévus, bah oui, planifier les imprévus, ça veut dire, avoir peut-être un repas au congélateur, planifier des restes aussi, hein, pour les soirs où on sait qu'on n'aura pas le temps de cuisiner, planifier des restes comme vous l'avez vu sur le planning. Alors après avoir fait cette liste de repas, ensuite ce planning des repas, on va faire la liste des courses.
La liste des courses, c'est tout simple, hein. C'est regarder son planning des repas où on a peut-être déjà indiqué les ingrédients dont on a besoin pour chaque repas et transférer et écrire uniquement ce dont on a besoin. Donc, encore une fois, je vérifie ce que j'ai déjà dans les placards. J'essaie d'être le plus précis dans les quantités. Pourquoi acheter 1 kg de pâtes quand j'ai besoin que de 250 grammes de pâtes? Et puis encore une fois, éviter les magasins, et ça vaut pour tout ce qui est consommation. Au moins, on va dans les magasins, au moins, on achète. On est toujours tenté, hein. Le marketing est vraiment très, très bien fait. On va dans un magasin, on est toujours tenté d'acheter. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Chantal qui demande quels sont les produits à avoir d'office dans ses armoires. C'est vrai qu'on voit parfois, et j'ai déjà vu souvent ou sur des blogs, etc., où on dit ce qu'il faut absolument avoir dans ses armoires, c'est ça, 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 ça. Mais ça va dépendre de chacun. Ça dépend ce que vous avez l'habitude de cuisiner, ce que vous aimez cuisiner. Ça va vraiment dépendre. Mon stock ne va pas correspondre au vôtre parce qu'on ne mange pas la même chose, on ne s'organise pas de la même manière. Et moi, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on doit avoir d'office dans ses armoires? Je dis le moins possible. Le moins possible. Et de voir à chaque fois chaque fois qu'on fait un planning, on regarde ce qu'on a dans les armoires et ce qu'on doit acheter. Il y a des gens qui arrivent vraiment à avoir une cuisine sans stock, hein, sans stock ou juste un repas. Nous, on a des choses qu'on a d'office dans les armoires, c'est genre de la farine pour faire des crêpes, parce que c'est un truc qu'on fait souvent quand on a des enfants. Enfin, nous. Donc, voilà. Et effectivement, Alexandrine qui dit vider ses stocks, quelle libération. Tout à fait. Ça fait du bien, on se sent plus léger et ça, c'est le désencombrement et ça vaut pour la cuisine et puis pour toutes les pièces de la maison. Hein. Et encore un petit sondage, mais j'ai peur qu'il ne fonctionne pas. Allez, on a la foi. J'essaye. Voilà, je démarre le sondage. Là, je ne pense pas que vous le voyez. Et je pense que c'est un problème de connexion. Mais je ne suis pas chez moi, donc je ne sais pas y faire grand-chose. En fait, le sondage, c'était que faites-vous déjà pour diminuer le gaspillage alimentaire? Parce que peut-être que vous faites déjà des choses, probablement. Et donc, dans les réponses, c'était une liste de courses, vous mangez les restes, du coup, vous prenez du poids. Ça pouvait aussi être je vide mes placards et le frigo une fois par mois. Ça peut être j'achète en vrac. Ça peut être je planifie les repas déjà. J'invite des amis pour vider les placards. Ou alors je ne fais rien. C'est pour ça que je suis là justement à cet atelier. Donc que faites-vous déjà pour diminuer le gaspillage alimentaire? Vous pouvez le mettre dans le chat. Est-ce que c'est une liste de courses ou un planning des repas? Vous mangez les restes? Vous avez l'habitude de vider les placards et le frigo de temps en temps? Ou vous achetez en vrac? Voilà, je vous laisse un petit peu répondre. Moi, je prends un petit truc à boire. Voilà, je vois que vous répondez ici via le chat. Je lis vos réponses. Hein. Donc, je vois que certains font déjà des courses régulièrement pour éviter le gaspillage. C'est une solution d'acheter en vrac, manger les restes. Oui, ça j'entends. Si c'est Katani qui dit qu'on fait des plannings, ça ne dure jamais longtemps. Oui, c'est ça que je me suis déjà rendu compte. Il y a beaucoup de gens qui font des listes de courses, mais les plannings des repas, beaucoup moins. C'est quelque chose qu'on fait souvent, mais ça ne dure pas. Et là, il faut essayer vraiment de l'ancrer voilà, pendant un mois, c'est-à-dire je le fais régulièrement, une fois ou 2 fois par semaine, et de manière très, très, très simple. Hein. Il ne faut pas aller chercher des plannings tout faits, ça surtout pas, parce qu'un planning tout fait, ça ne correspondra, enfin, il y a peu de chances que ça corresponde à votre réalité. Donc, faire un planning sur une feuille blanche. Hein. Voilà, merci pour vos réponses. Moi, j'ai lu, j'imagine que vous lisez aussi.
toutes les réponses via le chat. Merci pour vos partages. Alors, super, on est dans les temps. Voilà, on arrive tout doucement à la fin. Ici, encore quelques trucs et astuces. Donc, après avoir à s'être bien organisé vraiment au niveau liste des repas, planning des repas et liste des courses, quelques trucs et astuces pour encore diminuer son gaspillage alimentaire. Déjà, utiliser la loi du FIFO, First In, First Out. Quand j'arrive avec mes courses à la maison, bah, tout ce qui est nouveau, je vais mettre par exemple au fond du frigo. Et tout ce qui doit être mangé rapidement, devant. Ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre vraiment un petit bac, un petit panier dans le frigo avec manger-moi en premier. En fait, tout ce qu'on voit directement, ce qu'on voit le plus vite, c'est ce qu'on va consommer le plus vite. Par rapport aux fruits, comme on est beaucoup à vraiment gaspiller pas mal de fruits, c'est mettre la corbeille à fruits sur la table de la cuisine, vraiment en évidence sur le plan de travail. Voilà, essayez de trouver l'endroit qu'on voit le mieux, si possible, qui est désencombré, parce que s'il y a plein de choses à côté, on ne le voit plus. Mais vraiment, cette corbeille de fruits toute seule au milieu d'une table vide, au milieu d'un plan de travail vide, on va voir les fruits, on aura plus envie de les manger. Enfin, on les verra, on ne les oubliera pas. Acheter en vrac. Quand on achète en vrac, on achète juste les quantités dont on a besoin et du coup, on va moins gaspiller. Imaginez que je dois faire, je vais faire des rochers coco, c'est pas quelque chose que je fais souvent, voilà, peut-être une fois par an, j'ai besoin de poudre de coco, j'ai besoin de 50 grammes. Si je vais au supermarché, je suis obligée d'acheter un paquet de 200 grammes. En vrac, je peux acheter que 50 grammes de poudre de coco et donc je n'aurai pas 150 grammes qui va rester être stocké dans mes armoires et qui peut-être un jour ne sera plus bonne à consommer, que je vais devoir jeter. Et du coup, je n'encombre pas non plus mes armoires d'aliments dont je n'ai pas besoin. Donc, acheter en vrac, ça permet vraiment de limiter aussi son gaspillage alimentaire. Surtout quand on vit, si par exemple on vit seul, parce que dans les supermarchés, les conditionnements sont souvent trop grands pour une personne qui vit seule. Ce n'est pas toujours adapté. Faire ses courses le ventre plein. Quand on a faim, dans les magasins, comme j'ai dit tout à l'heure, on a envie d'acheter des choses dont on n'a pas vraiment besoin. Quand on a faim, on a besoin de sucre et de gras. Et donc, en plus, on va aller acheter des choses qui ne sont pas très bonnes pour notre santé, parfois. Et donc, du coup, on va acheter beaucoup trop. Donc, vraiment aller faire ses courses après avoir mangé. Parce que même quand on a une liste de courses, moi, la première, même si j'ai une liste de courses, si j'ai faim, j'achète toujours des choses dont je n'ai pas vraiment besoin. Alors, peser les aliments, quantifier les aliments quand on les cuisine, c'est aussi intéressant. Voici un petit cadre avec les quantités qu'on doit cuisiner par personne. Si on cuisine exactement ce dont on a besoin, on n'aura pas de reste, parce que des restes, qu'il y a avoir des restes dans le frigo dit potentiellement gaspiller de la nourriture. Parce que ce n'est pas toujours facile d'accommoder les restes. Si on fait des pâtes pour 2 personnes, faire l'équivalent de 100 grammes par personne. C'est peu, 100 grammes quand même. Le riz, oui, le riz, un demi-verre de riz par personne. Parfois, on ne sait pas trop le riz et on verse le paquet dans le poêlon et au final, on se retrouve avec une quantité énorme. Mais si on quantifie, on se dit, ah oui, on est 3 personnes, un verre et demi de riz, ça suffit. Et donc là, on va être beaucoup plus juste et on aura moins de restes à devoir accommoder par la suite. Ouais, c'est la même chose pour chaque ingrédient. N'hésitez pas à aller sur Internet et retrouver des tableaux comme ça avec des quantités par personne. Et encore plus quand on fait des buffets, quand on fait des auberges espagnoles, où là, on aura tendance souvent à avoir des quantités énormes. Et donc là, ça demande aussi vraiment une bonne organisation, une bonne coordination entre les différentes personnes pour éviter d'avoir trop. Ou à Noël, où là, on se retrouve avec des quantités, du gaspillage alimentaire assez important. Alors, le congélateur, pour diminuer notre gaspillage, le congélateur, ça devient vraiment notre meilleur ami. Le gaspillage, le congélateur, on va pouvoir y congeler ce qu'on cuisine en quantité. Par exemple, des légumineuses. On achète en vrac, on achète beaucoup de légumineuses. On va les faire en quantité parce que ça prend du temps. On peut congeler une partie. Tout ce qui est pâte, pour se faciliter la vie, on peut faire congeler de la pâte à pizza, de la pâte à pain, de la pâte à biscuit. Ici, l'exemple ici de la photo, c'est la pâte à cookies.
On peut en faire des petits boudins qu'on va mettre au congélateur parce qu'on n'a pas envie de faire 20 cookies d'un coup, c'est trop. Parce que, par exemple, si j'habite seule, 20 cookies pour moi toute seule, c'est beaucoup trop. Du coup, pour toute la pâte qui me reste, je vais en faire des petits boudins, je mets au congélateur. Et quand j'ai besoin de quelques biscuits, je vais sortir, je vais couper en rondelles quand c'est encore congelé, je les mets au four 5 minutes et j'ai des biscuits faits maison en 5 minutes. Vraiment délicieux, hyper facile. Comme ça, on ne mange pas trop. Alors, pour le congélateur aussi, tout ce qui est, quand on a des petites quantités, on peut utiliser des bacs à glaçons. C'est bien pratique pour ce qui est, par exemple, des herbes. J'ai un reste de basilic. Je ne sais pas pourquoi je ne vais pas pouvoir utiliser le reste. Je peux le couper finement, le mettre dans un bac à glaçons, mettre de l'huile dessus, par exemple, et mettre ça au congélateur. Après, je peux l'utiliser sur des pâtes, pour agrémenter des légumes, de la viande, du poisson. Dans les bacs à glaçons, on peut aussi mettre des fruits. Voilà, les fraises là, qui sont devenues mauvaises sont en plein de travail. J'aurais pu les mettre dans des bacs à glaçons et plus tard les utiliser pour faire un smoothie, par exemple. Ou si j'ai un bon blender, tout ce qui est fruits congelés, et ça, on peut faire ça avec tous les fruits congelés, la banane, on parlait de banane tout à l'heure, la banane, des fruits rouges, la pastèque, les melons, tout, on peut mettre au congélateur, les mettre dans un blender avec un peu de lait de vache, du lait végétal, et ça fait un smoothie que les enfants aiment bien. Un reste de café que je peux aussi mettre au congélateur pour faire un café glacé plus tard, des panades, pour ceux qui ont des bébés encore. Les bouillons de légumes, moi maintenant je fais du bouillon à base d'épluchures de légumes, quand j'ai encore des épluchures, les épluchures d'oignons, les épluchures d'ail, si j'ai des épluchures de courgettes, de carottes, bref, toutes les épluchures, sauf les pommes de terre. Les restes, les tiges de persil, je mets tout ça au congélateur. Quand j'ai une quantité assez importante, j'en fais un bouillon que je vais congeler par après dans des petits cubes. Du vin, si il me reste un petit peu de vin, je peux mettre dans des cubes et avoir des petites quantités pour pouvoir faire des recettes où je n'ai pas besoin de beaucoup de vin. Alors l'idée n'est pas d'acheter plein de bacs à glaçons et d'encombrer votre congélateur, hein, c'est de chaque fois les démouler et les mettre dans des contenants appropriés. Il existe aussi des bacs à glaçons en inox avec une sorte de manivelle en plus, donc c'est plus facile à enlever. Alors, le batch cooking, il n'y a plus beaucoup de temps. Le batch cooking, donc, pour les personnes qui ne connaissent pas, parce que je sais qu'il y en a qui connaissent, qui en parlaient tout à l'heure, le batch cooking, c'est l'idée de préparer plusieurs repas en une seule fois. Donc, par exemple, le dimanche matin, je vais passer 3-4 heures dans ma cuisine et préparer les repas du lundi, mardi, mercredi, jeudi. Alors, vraiment faire le batch cooking à 100%, ça demande une certaine... de suivre vraiment des recettes et d'avoir acheté vraiment tous les ingrédients comme il faut dans les recettes. Personnellement, je n'ai jamais fait ça à 100%, mais je m'en suis inspirée en me disant, il y a certains aliments que si je les fais une fois en quantité, je peux les utiliser pour plusieurs repas. Par exemple, les haricots rouges, je peux les utiliser le lundi pour un chili con carne, ou sin carne, hein, si je ne mange pas de viande. Le mardi, je peux en faire des hamburgers végétariens. Le mercredi, j'en fais une salade. Et s'il m'en reste encore un peu, j'en ferai bien une tartinade. Et puis le jeudi, je vais faire un repas fourre-tout. En fin de semaine, je vais prévoir un repas fourre-tout. Ici, une soupe repas dans lequel je vais mettre le reste d'haricots rouges, mais aussi mes restes de légumes, mes restes de céréales, de viande. Et puis les pommes de terre aussi, c'est quelque chose que j'aime pas faire, donc j'aime pas commencer à éplucher les pommes de terre, donc je vais les faire en quantité. Et le lundi, je vais en faire de la purée, puis des pommes de terre rissolées, puis mercredi un stump. Et le jeudi, surtout, je vais faire un repas fourre-tout qui est un hachis parmentier, où je peux y mettre un reste de viande, mais aussi les restes de légumes que j'ai dans le frigo. La même chose avec un poulet. Si par exemple j'habite seule, un poulet pour moi toute seule, c'est un petit peu beaucoup, donc je vais devoir prévoir plusieurs repas. Le lundi, une salade au poulet, une salade César typique. Le mardi, un repas bien de chez nous, hein, un poulet compote frites. Le mercredi, une soupe. Et le jeudi, encore une fois, un repas fourre-tout, un gratin de légumes. Si vous avez une bonne recette de béchamel, n'importe quel légume qui traîne peut-être un peu dans votre frigo, vous pouvez les mettre dans un plat au four avec une béchamel dessus. Des restes de fromage, en plus, si vous avez des morceaux de fromage là, qui vous donnent plus trop envie de manger, sur un gratin, c'est parfait. Les omelettes, ça peut accueillir des restes d'herbes qui traînent un peu, des restes de certains légumes aussi. Les soupes, alors ça, c'est mon repas préféré, mon repas fourre-tout préféré parce qu'on peut vraiment tout y mettre, surtout si on va mixer la soupe.
Souvent, on va mettre des pommes de terre dans la soupe. À la place des pommes de terre, pour donner cette onctuosité à notre soupe, on peut y mettre un reste de pâtes. Il reste des pâtes dans le frigo, on peut les mettre. Un reste de riz, on peut mettre dans la soupe. Tous les légumes qui sont dans le frigo. Des restes de carottes. Si j'ai des tiges de persil ou d'herbes, peu importe, je peux les mettre dans la soupe. Un reste de lentilles, un reste de viande, tout ça, je vais mettre dans la soupe et la mixer. Et on n'y verra que du feu. Même du pain sec. Si j'ai pas envie de gaspiller mon pain et que j'ai envie de mettre des céréales dans ma soupe, je peux y mettre du pain sec aussi. Les quiches aussi, c'est un bon repas fourre-tout pour y manger, y mettre poisson, parce que là je vois du saumon, des légumes, de la viande, des charcuteries, des fromages aussi. On peut y mettre pas mal de choses. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire, des repas comme ça pour un petit peu vider le frigo. Et pour terminer, deux petites recettes. Pourquoi je vous parle de la recette du pesto? Parce que c'est une recette qui déjà peut accommoder pas mal de restes. Quand il nous reste des légumes comme ça, mais on ne sait pas trop quoi en faire, on met du pesto dessus, parce que tout d'un coup, ça a beaucoup de saveur. Et je vais pouvoir utiliser mes restes d'herbes. J'ai un reste de basilic, j'ai un reste d'épinards, j'ai un reste de choux. Je peux en faire un pesto. Et si je n'ai pas de pignon de pain, comme dans la recette classique, je peux utiliser des amandes, des noix de cajou, des noix à la place. Voilà, donc on peut changer la recette en fonction de ce qu'on a dans nos placards. On ne doit pas nécessairement avoir exactement ce qu'on a, ce qui est ici sur la recette. Une autre recette qu'on peut facilement agrémenter avec ce qu'on a comme reste dans le frigo, ce sont les tartinades. Alors là, il y a la recette tout à fait classique du houmous à base de pois chiches. Disons que je n'ai pas de pois chiches, j'ai par contre beaucoup de carottes qui me restent. Hier, j'ai fait beaucoup de carottes et il m'en reste. Je peux faire une tartinade de carottes. Je remplace les pois chiches par des carottes, de la betterave, parce qu'on voit là ici la photo de la tartinade rose, c'est une tartinade à base de betterave. J'ai un reste de lentilles ou d'haricots rouges, je peux aussi en faire une tartinade. Et ça aussi, les enfants, généralement, aiment bien sur leurs tartines. On peut aussi les utiliser en apéro, on peut les utiliser avec des légumes, un peu comme sauce, comme dip. Voilà, moi j'ai terminé. Je vous présente encore ici l'autre atelier qui est donné par Madeleine, et il y a quelqu'un que je remercie ici en début d'atelier qui a dit qu'il y avait encore un atelier de demain, si je ne me suis pas trompée dans ce que j'ai lu. Donc il y a encore l'atelier de demain improvisé avec les restes pour diminuer le gaspillage alimentaire. Ce sera a priori la dernière date. Il y avait 9 dates pour chacun des ateliers. Ça fait partie aussi de cette campagne sur le tri des déchets alimentaires qui a eu lieu ici pendant un mois, depuis le 15 juin. Donc dans cet atelier, Madeleine, elle est chef-coq, donc elle a un profil tout à fait différent. Elle va vous parler de comment agrémenter ces restes qu'on a dans le frigo, comment les cuisiner. Elle fait en live des recettes devant vous, donc c'est vraiment très sympa. Donc je vous invite vraiment à aller vous inscrire. Je pense qu'il y a encore de la place.